La décompression orbitaire, donc ça reste le gold standard et ce n'est pas le teprotumumab qui viendra la déloger. Moi, j'ai toujours aimé cette photo entre les livres où c'est magnifique avec toutes les sutures et puis quand vous exenterez, c'est quand même un peu plus le bordel, hein. Alors, les repères anatomiques qu'il faut connaître, c'est cela. En supéro-interne, vous avez le paquet supraorbitaire et supratrochléaire. En inférieur, vous avez le paquet infraorbitaire. Ensuite, vous avez deux foramènes importants au niveau de la paroi médiale, c'est la foramen ethmoïdale antérieure et postérieure. Au niveau de la paroi latérale, il y a le paquet zygomatic-temporal, qui je trouve n'est pas constant, on ne le rencontre pas souvent, enfin pas tout le temps. Et le zygomatic-facial, par contre, on le rencontre quasiment systématiquement, j'ai l'impression. Le sac lacrymal se projette ici, et la fissure orbitaire inférieure est là. La fissure orbitaire inférieure, c'est le repère anatomique inférieur dans la décompression de la voie latérale. En supéro-externe, vous avez la région de la glande lacrymale, et les deux régions les plus vascularisées, c'est les régions supéro-internes et supéro-externes. Quand vous avez ça en tête, vous comprenez un peu les décompressions orbitaires. Donc on remet le nerf infraorbitaire, la fissure orbitaire inférieure et le foramen ethmoïdal antérieur, c'est nos principaux repères anatomiques. Alors on considère comme une paroi la paroi médiale. On va après se battre à trois pour voir quelle est la meilleure voie d'abord pour cette paroi médiale. C'est considéré comme une paroi dans les bouquins, dans les articles. Une paroi, c'est, alors qu'on ne fait qu'une moitié finalement, vous voyez, qu'une moitié du plancher, mais on considère une paroi comme étant le plancher de l'orbite en dedans du nerf infraorbitaire. On considère comme 0,5%, on considère que l'effet décompressif est moindre en latéral, la portion latérale du plancher de l'orbite. On considère comme une paroi la paroi latérale antérieure et comme 0,5, alors que je trouve qu'en réalité c'est plus, ça serait peut-être plutôt l'inverse d'ailleurs à considérer, mais bon, c'est comme ça dans les bouquins. Le 0,5% de paroi, c'est le trigone sphénoïdal. Voilà. Au niveau du scanner, ça ressemble à quoi? La paroi latérale antérieure, elle est ici. Postérieure, c'est ici. La paroi médiale, elle est ici. Le plancher de l'orbite, ici, en dedans du nerf infraorbitaire. Et il ne faut pas oublier la décompression graisseuse, c'est le noir, qu'on adjoint quasi systématiquement à toute décompression orbitaire osseuse. Parlons de la décompression orbitaire médiale. On remet l'artère ethmoïdale antérieure. On va avoir ensuite la suture ethmoïdo-frontale qui suit les deux foramens ethmoïdo-antérieurs et postérieurs. Il faudra décomprimer systématiquement en dessous de cette ligne. Et regardez comme c'est vicieux, cette ligne, elle descend. Donc quand on fait la décompression de la paroi médiale, attention, il ne faut pas rester tout droit, il faut également descendre, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va se taper? On va se taper la fovea ethmoïdalis, c'est-à-dire la base du crâne. Regardez ici cette décompression de la paroi médiale, elle est où l'artère ethmoïdale antérieure? Elle est ici. Vous voyez? Là, on a cassé la paroi orbitaire médiale ici, et vous voyez, on a un petit coussinet de sécurité. Qu'est-ce qui se passe si on casse au milieu, au niveau de l'artère ethmoïdale antérieure? On rentre dans la base du crâne, et c'est comme ça qu'on a une fuite de LCR qui est catastrophique en médial, parce que pour la paquer, celle-là, elle est compliquée. Une fuite de LCR en latéral, ça va. Une fuite de LCR dans la fosse nasale, c'est compliqué, il faut appeler Monsieur Cassio et Claire pour qu'ils aillent colmater ça pour nous. Voilà, on a l'air con, quoi. La décompression de la paroi, voilà, on peut clipper parfois. Moi, ça m'est arrivé des fois de clipper l'artère ethmoïdale antérieure quand vraiment on la voit bien. Vous voyez le clip vasculaire qui est ici. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous ai mis ça. Oui, voilà, c'est pour vous montrer. Paroi inférieure. Donc, au niveau des repères anatomiques, on a bien sûr le nerf infraorbitaire. Donc, on va venir casser en dedans du nerf infraorbitaire parce que c'est là où c'est le plus fragile. Et quand on remonte un petit peu la voie d'abord, il y a quand même possibilité de venir décomprimer jusque-là, jusqu'au strut à peu près. Si vous voulez faire une vraie voie médiale, par contre, vous êtes obligé de faire une voie rétrocaronculaire ou palpébrale sup ou ethmoïdale. Mais on arrive par la voie transconjonctivale inférieure à remonter un petit peu jusque-là. Ça correspond à peu près au strut. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de niquer le strut non plus, mais bon. Le strut, justement, parlons-en, c'est les Américains à Los Angeles qui ont été les premiers à le décrire. Le strut, c'est ce pont osseux solide entre le sinus maxillaire et le sinus ethmoïdal. Ce strut, il est fortement conseillé de le conserver lors d'une chirurgie, c'est-à-dire que quand les ORL enlèvent, par exemple, le strut, pour nous, ce n'est pas une bonne chose d'un point de vue oculomoteur parce que sur ce strut s'attachent plusieurs ligaments, dont des ligaments avec des expansions aux muscles oculomoteurs. Donc ce strut, il est quand même souhaitable de le conserver dans la mesure du possible. Enfin, la paroi latérale, le repère, c'est la fissure orbitaire inférieure. Ici, sur le scanner, vous voyez un peu, ça, c'est la portion antérieure de la paroi latérale. Et la portion postérieure, vous voyez, elle est ici en bleu. Voilà, c'est le trigone sphénoïdal vraiment qu'il va falloir fraiser. C'est lui qui a le maximum d'effets décompressifs. Vous voyez ici des scanners pré-op, post-op. Ici, on a enlevé la portion antérieure et on a commencé à fraiser quand même pas mal le sphénoïde. On peut faire plus.
Et le principal repère anatomique derrière, c'est la dure-mère du lobe temporal. Je passe sur ces diapos juste pour vous montrer la finesse parfois des os, donc parfois faire un petit peu attention. Les rapports anatomiques avec la base du crâne, ils sont nombreux, notamment dans une voie latérale. Dans une voie latérale, si vous allez trop haut, vous pouvez être en rapport avec l'étage antérieur du crâne. Ici, vous voyez, moi, je suis tombé sur la dure-mère. Du coup, bon, voilà, je ne m'y attendais pas forcément, mais bon, ce n'est pas très grave, hein. Elle n'est pas ouverte, il n'y a pas de fuite de LCR. Et sur la voie latérale, quand vous allez très profond, vous pouvez tomber sur la dure-mère du lobe temporal. La plupart du temps, c'est voulu. On va y revenir plus tard avec Pierre-Vincent Jacomet. On verra si est-ce qu'il faut mettre la dure-mère à nu ou pas. On pourra en discuter. Donc, vous voyez que sur une paroi latérale, on peut être vite en rapport avec l'étage antérieur et avec l'étage moyen du crâne. Donc, ça reste des chirurgies quand même. Un tantinet dangereux, il faut quand même en faire pas mal avant d'être un petit peu à l'aise. Voilà pour cette introduction.